Reagan, vous pouvez me détromper ou confirmer dans les commentaires, qui a dit que trop d'impôts tue l'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'État prélève de l'argent, n'est-ce pas? Et puis à un moment donné, ce qui se passe, c'est que il veut plus d'argent, donc il atteint un niveau de, on va dire, greedy. Comment on dit greedy en français? Quelqu'un qui est avide. Voilà, il a une avidité pour l'argent, il a un appétit pour l'argent, n'est-ce pas? Quand on regarde les différents scandales, notes de taxi, notes de téléphone, frais de bouche, je veux dire, l'État considère que il a le droit de prendre autant d'argent qu'il veut, et puis il y va de ses largesses, n'est-ce pas? Il distribue. Et quand les caisses se vident, ah bah il en veut plus, donc voilà, il vient vers les gens, lui il prend encore plus. Alors, le truc c'est que trop d'impôts tue l'impôt. Ça veut dire vient le moment, vient le niveau où l'État augmente les impôts, mais ses recettes fiscales n'augmentent pas. Alors c'est quoi l'histoire? Ça semble quand même paradoxal. Le pourcentage d'impôts augmente, mais en réalité, il y a moins d'argent qui rentre. La réalité, c'est que il y a beaucoup de phénomènes qui vont agir pour atteindre ce niveau, et ce niveau, nous l'avons atteint en Angleterre. Aujourd'hui, en Angleterre, je vous dis, il y a un raid fiscal comme on n'en a pas vu depuis 1945. Forcément, on le savait, c'était évident depuis cette hystérie, n'est-ce pas, de la crise sanitaire, où on est parti dans des dépenses absolument... On a payé une application, je ne sais plus combien de milliards, je crois que c'est 30 milliards. Je dis pas 30 millions par erreur, c'est pas genre je parle, et puis par abus de langage, je confonds les millions et les milliards. Non, non. On a payé une application pour 30 milliards. Cette application n'existe plus aujourd'hui et elle n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, on a dépensé pour payer des gens qui restent à la maison, ils ne travaillent pas. On a à un moment donné créé un schéma où on payait des gens pour qu'ils aillent manger dans le resto. En fait, des folies complètes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le moment est venu de payer la facture. Alors, là où j'habite, les taxes locales, juste les taxes locales, la taxe d'habitation, entre guillemets, si tu veux, elle a augmenté de 25%. Je te parle d'une augmentation à 2 chiffres. J'ai jamais vu ça depuis que j'habite au Royaume-Uni. Ça augmente chaque année, mais d'habitude, tu avais des augmentations de 2%, 3%, 5%. Là, on est sur du 25%. On a une véritable explosion. Viendra un moment dans ce pays, on continue comme ça, d'ici, je sais pas moi, 5, 10 ans, et encore, je compte large, viendra le moment où la taxe d'habitation sera plus élevée que le loyer. L'État, donc les impôts sur le revenu, ont augmenté, la TVA a été introduite sur des endroits où il n'y avait pas, tout ça, c'est des taxes d'héritage qui n'existaient pas sur certains, comme sur les fermes par exemple, ont été introduites pour forcer les gens à vendre les fermes, qui seront rachetées probablement par des groupes d'investissement américains. Donc, il y a un véritable raid, il y a un véritable hold-up sur la nation. Tout à l'heure, quelqu'un qui m'a contacté m'a dit, est-ce que tu penses, un Français m'a dit, est-ce que tu penses que l'État peut prendre notre épargne? Et à ton avis, est-ce que, par exemple, il a cité 2, 3 trucs, est-ce que l'or ou le bitcoin ou autre permet de la protéger? La réponse est très simple. Il n'y a rien qui te permet de protéger ton épargne du moment que tu vis en France. C'est très simple. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas soumis aux mêmes règles que toi. L'État crée les règles. C'est comme jouer tu sais, quand tu joues avec un copain, tu joues au Monopoly, par exemple, ou tout autre jeu de société, eh bien, les règles sont écrites avant qu'on commence la partie. Et ces règles s'appliquent à toi, s'appliquent à la personne en face, et elles sont les mêmes pour tout le monde. Mais imagine que tu joues avec quelqu'un qui écrit les règles comme il le veut. Il suffit qu'il dise le 1er janvier, on taxe ça. Le 1er janvier, si tu as du bitcoin, on te taxe. Le 1er janvier, si tu as de l'or, tu dois nous le remettre, etc. Ils peuvent écrire les lois qu'ils veulent. Donc à partir de là, du moment que tu es sous leur juridiction, tu n'as pas vraiment moyen d'échapper. Tu peux toujours imaginer, aller voir des consultants, voir des comptables, voir ce que tu veux. Ok? Tu peux, il n'y a pas de souci. Sauf que ces consultants ou ces conseillers vont te donner des conseils sur les règles du jeu qui sont actives maintenant. Mais rien n'interdit, en un claquement de doigts, qu'ils les changent, et puis après, tout ton système est caduc et tombe à l'eau. Maintenant, pourquoi trop d'impôts tue l'impôt? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que, vu par exemple, ils ont augmenté le coût du travail. Les taxes qu'ils prélèvent sur le travail ont explosé. Que va-t-il se passer? Il y a énormément de compagnies qui disent, soit on ferme, soit on vire, soit on recrute pas, soit on délocalise. De sorte qu'en réalité, on va avoir une contraction de l'économie. Ça veut dire que ce qui est taxé, c'est l'économie. Mais
imaginons qu'ils augmentent, je sais pas moi, ils augmentent 10% d'impôts pour obtenir, mettons, 50 milliards. Ok. Mais l'économie se contractant à cause d'acteurs économiques qui décident d'être moins actifs parce qu'il vient un moment où ça ne sert à rien. Regardez en France, par exemple, je crois que c'était EasyJet. Il y a une introduction sur une taxe sur les billets. L'État dit, voilà, on augmente la taxe sur les billets d'avion parce qu'il y a X millions de passagers qui voyagent. Ben, si on prend de chacun tout ça, voilà combien ça va nous faire. Hein, c'est un calcul, ils se disent, si sur cette ligne, on a, mettons, 1 million de passagers qui passent, si on augmente de 10 € sur chaque billet, bon, ça nous fait 10 millions d'euros par an. Ça, c'est le calcul simple. 10 millions d'euros qui seront distribués tout de suite en frais de bouche, comme je vous ai dit, en frais de taxi, en frais de machin. Maintenant, le truc, c'est que EasyJet a dit, ben, on va réduire les fréquences des vols et tout ça, ils risquent même de fermer certaines lignes. Résultat net, ils partent du principe qu'il y aura 10 millions de passagers, ben, il y en a beaucoup moins. De sorte qu'en fait, la contraction de l'économie fait que l'impôt augmente marginalement ou bien baisse. Exemple, on a une chaîne de magasins qui s'appelle Shoezone. Ils ont 367 magasins au Royaume-Uni, ils vendent des chaussures. Ils ont décidé de fermer. Voilà, on ferme. Donc là, l'impôt perçu de cette chaîne va tomber à 0. En plus, énormément de chômeurs vont se retrouver, n'est-ce pas? J'ai failli dire à la charge de l'État, pas vraiment, mais bon, on se comprend, hein, parce qu'ici, on est encore à l'ère victorienne, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de notion de chômage, il y a quelques dizaines de livres sterling que tu peux aller gratter une fois par semaine, on compte encore à la semaine, n'est-ce pas? On est encore à l'époque où les ouvriers étaient payés à la semaine, on est toujours dans les années 1800, ce qui rend encore plus terrible l'impact de l'enfer fiscal que c'est en train de devenir. C'est-à-dire que je sais que la France est un enfer fiscal, je le sais. Mais la France, et je sais que beaucoup de Français critiquent parce que ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont vu la dégradation de la qualité de vie. Je suis d'accord. Mais il y a encore un système qui plus ou moins est debout. Un Français, s'il veut voir un généraliste, il finit par le voir. Moi, j'ai pas vu de généraliste depuis 2019, mes amis. Ça fait 5 ans que je n'en ai pas vu. Ici, il y a des gens qui sont en train d'attendre une opération chirurgicale jusqu'à ce qu'ils meurent, sans que personne ne vienne les prendre en charge. Je veux dire, oui, je sais qu'en France, il y a des soucis, je le sais. Mais vous n'êtes pas en train de mourir, littéralement, par façon de parler, de manque de soins. Vous voyez, donc ici, on est dans un système victorien. Si ma fille est malade, je l'emmène chez le médecin privé. Je paye à la minute, n'est-ce pas? Ils disent combien vous voulez rendez-vous de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes. Mais moi, en tant que patient, je ne sais pas combien de minutes il lui faut. Mais voilà, donc je prends au hasard, je dis bon, 15 minutes. Il me facture, on va dire 150 €. Et je vais le voir. Et puis, il va la regarder, tout ça. Il va lui prescrire peut-être des médicaments que je vais payer au prix fort. Parce que c'est pas pris en charge quand tu vas chez le médecin privé. Et quand tu vas chez le médecin public, c'est pris en charge, mais tu payes un émolument de l'équivalent de 12 € par médicament qu'on te prescrit. Donc en fait, même quand le médicament coûte 3,50, ben, tu vas payer par-dessus 12 € de frais de pharmacie. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on est dans un système où il n'y a pas de redistribution, on est dans un État qui donne rien du tout, qui donne de moins en moins, genre mes impôts locaux, moi aujourd'hui, chaque semaine je remplis ma voiture de poubelles et je vais à la décharge publique pour les jeter. Pourquoi? Parce que maintenant le ramassage des poubelles c'est divisé par 2. Ça signifie la quantité de services fournis par l'État se divise. Mais en même temps, ils augmentent les impôts. Mais en réalité, tu ne peux pas jouer contre l'État. Parce que l'État peut décider demain de 100% d'impôts. Voilà, je vous prends tout. Et puis on vous donnera des bons d'achat pour la nourriture. On donne un chèque transport, on donne un chèque carburant, un chèque chauffage. Voilà, ils peuvent faire ça. Ils ont tous les droits, vous n'en avez aucun. C'est ça le problème. Alors, pour parler rapidement, pour vous donner un petit peu l'ambiance, un peu les news de ce pays, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, post-Brexit, est en train de s'effondrer. Avant, on avait encore un espoir, on disait oui, ça va, il y a eu des crises, il y a eu le Brexit, il y a eu machin, il y a eu le Covid, on avait encore des espoirs, on était en train peut-être de nous convaincre que les choses vont bien. Mais là, je vous dis tout de suite, mes amis, le pays est en train de s'effondrer. Honnêtement, je vais dire un truc brutal, d'accord? Je préfère von der Leyen à Keir Starmer. Interprétez ça comme vous voulez. Avec tout ce que je pense de von der Leyen. Vous n'avez qu'à aller voir sur mon compte X. Hein, vous faites recherche avec von der Leyen, vous voyez ce que je pense d'elle. Je la préfère largement
à ce qu'on a ici, comme équipe. C'est juste ahurissant. Nous avons atteint un niveau de destruction, c'est... Voilà. Alors, juste quelques news, alors, dans les journaux de cette semaine. 750 000 personnes, des personnes âgées, privées donc d'aide au chauffage, parce qu'il faut savoir une chose, que dans ce pays qui se dit pays riche, tout ça, eh ben, il y a des millions de gens qui doivent choisir entre manger et se chauffer, n'est-ce pas, qui peuvent pas se payer le chauffage. Le prix du chauffage, le chauffage est en train de devenir un luxe de caste. Viendra le moment, comme à l'époque victorienne encore une fois, viendra le moment où quand on rentrera dans un domicile chauffé, on sait qu'on est chez la noblesse. On sait qu'on est, voilà, chez le duc Intel ou chez le baron de je sais pas quoi ou autre. Ça deviendra un privilège de caste. La caste, le 1 pour 1000, eux, ils auront leur domicile chauffé. Le reste des gens, ils crèveront. Ils crèveront de froid à partir du mois d'août. Il faut savoir que dans ce pays, beaucoup de maisons sont pas très bien isolées. Et quand au mois d'août, tu as déjà 9 degrés le matin, tu comprends que... Voilà, mais tout ça, on fait pour lutter contre le réchauffement, n'est-ce pas? On a peur du réchauffement. On a peur que ça se réchauffe et qu'on meurt. C'est un petit peu comme, je te dis un truc, on est hyper proche du scénario de Touareg. Imagine des Touaregs où il fait 49 degrés à l'ombre au mois d'août. Et ils disent, on va tuer nos chameaux parce qu'il semblerait que leur respiration puisse refroidir le climat, puis la température d'ici 2100 va tomber d'1,5 degré, et que au lieu d'avoir 49 degrés ici en moyenne, ben on va tomber probablement dans les 47,5. Et tu imagines 47,5, ce désert là sera couvert de banquise, hein. On va mourir de froid. Voilà, on va tout sacrifier maintenant juste pour sauver les générations futures d'une glaciation. On en est à ce niveau-là de débilité civilisationnelle. Je veux dire, vous savez, quand on regarde les teams, les équipes, on peut avoir une équipe faite de gens, quand je parle aux entreprises, où je conseille des fois des patrons d'entreprise et tout ça, tu peux avoir une équipe formée de gens brillants, chaque personne prise individuellement, brillante, compétente, motivée. Ce n'est pas une garantie que ton équipe va fonctionner. Tu peux avoir une équipe faite de gens dont chacun a un quotient intellectuel, mettons, de 120, mais le quotient intellectuel global de l'équipe, il est de 70. Pareil pour une civilisation. Tu peux avoir une civilisation, un peuple, où les gens pris individuellement sont des gens sympas, des gens compétents, lettrés, tout ce que tu veux. Mais ça n'empêche que, en tant que civilisation, tu vis dans la débilité mentale. Tu mérites l'asile, littéralement. C'est là où nous sommes aujourd'hui, mes amis. Alors, je vous donne un autre journal. Aujourd'hui, c'est une autre jour, je crois que ça c'est d'hier. Et en fait, il explique comment le Labour, comme le parti travailliste, eh ben, il a fait un système de mensonges délibérés, cyniques, pour se faire élire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez mes amis, que les mandats électifs ne comportent pas un mécanisme facile de résiliation. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, je téléphone au concessionnaire, je veux acheter une voiture, je sais pas moi, je veux acheter une Renault rouge, et puis le jour où j'arrive, il me dit, voilà, j'ai trouvé une moto, une Yamaha, elle est bien, voilà, pour le même argent, je vous donne une Yamaha. J'ai une clause de résiliation, je dis, non, attendez, moi j'ai commandé une Peugeot rouge, tu vas pas me donner ta Yamaha, elle est bien ta Yamaha, moi j'en veux pas. Et pratiquement surtout, si je commande un buffet pour la cuisine, on me ramène une table de cuisine ou une machine à laver, j'ai le droit d'obtenir un remboursement. Je peux sortir de l'accord parce qu'il n'est pas respecté. Sur le plan politique, il n'y a pas un moyen simple de résilier le contrat d'un politique. De sorte que, ce qu'il a fait Starmer, et là, les politiques le font tous, plus ou moins, peu ou prou. Parfois, ils reviennent sur certaines promesses électorales parce qu'ils ont découvert des réalités qui les dépassaient. Parfois, ils étaient trop optimistes. Parfois, ils ont menti, carrément. Mais lui, non. Il a créé un programme entièrement basé sur du mensonge. Je promets ceci, je fais cela, je fais cela, je fais cela, je fais cela. Il arrive au pouvoir le premier jour. C'est-à-dire qu'il n'a même pas tenté, il n'a même pas essayé. Le premier jour, il jette tout et il fait le contraire de ce qu'il a promis. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que il a poussé le vice jusqu'à son extrémité. On pensait avant, quand on a eu, par exemple précédemment, on a eu quelques années de Boris Johnson, on pensait qu'en termes de politique, Boris Johnson, c'était un homme absolument sans principe, sans honneur, sans parole. C'est franchement, on dirait qu'on a pris la pire personne qu'on a rencontrée dans ce royaume et qu'on a mise au pouvoir. Et il semblerait même d'ailleurs, parce que des gens du niveau, on va dire, du niveau de décadence que par exemple Boris Johnson, tu les croises pas dans la rue tous les jours.
Tu ne croises pas dans la vie de tous les jours. Tu n'en connais pas. Ce n'est pas possible. Les gens ici sont des gens... Il y a des connards, bien entendu, comme partout, mais la majorité des gens sont des gens intelligents, des gens éveillés, des gens sympas, des gens travailleurs, des gens qui ont le sens de l'honneur. Mais il semblerait que ce que je viens de vous citer comme qualité, eh bien, sont complètement incompatibles avec la caste qui dirige. La caste qui dirige, je ne sais pas d'où ils viennent. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète. Tout ce qui les relie à la décence humaine, à la civilisation, il n'y a pas chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est absolument atroce. On peut aller n'importe où dans le supermarché, prendre n'importe quelle personne au hasard, lui dire, tiens, toi, tu es le Premier ministre, et la mettre au poste Premier ministre, je vous assure qu'elle fera beaucoup mieux que les gens qui sont en train de succéder depuis de nombreuses années, qui sont en train de couler ce pays. Ce pays est terminé, il est fini. Il est fini. Il y a plus de retour en arrière. L'impôt tue l'impôt. Je vous parlais de contraction de l'économie parce que des entreprises décident de ne pas recruter, décident de baisser la voilure, décident d'en faire moins, décident de travailler moins, n'est-ce pas? Donc ça crée une contraction de l'économie, donc ça crée une contraction du revenu fiscal. Il y a moins d'argent qui rentre parce que voilà, on les a trop taxés, on a trop taxé les vaches, et les vaches décident de ne plus aller dans le pré, décident de ne plus se lever le matin, décident de ne plus bouger, ne vont plus produire de lait, et puis c'est terminé. Voilà où on en est aujourd'hui. Rajoutez à cela de plus en plus là on connaît avec les business, les entreprises, mais de plus en plus de personnes décident de partir, de quitter le pays. Il y a plein de gens qui viennent d'Europe, par exemple, d'Union européenne, qui étaient là depuis longtemps, qui décident de partir, qui décident de revenir en Union européenne, qui se disent, je sais que l'Union européenne ça va mal, je sais que chez moi, bon, c'est voilà, mais là c'est pas possible, je peux rester ici. Dernier truc, je sais pas si je l'avais dit, j'ai une femme de ménage, elle est d'où? De Roumanie, je crois, ou de Bulgarie. Je sais plus, Roumanie ou Bulgarie. Elle est là depuis des années. Elle vient travailler. Vous savez, une femme de ménage, c'est très important quand même, hein, parce que c'est quelqu'un qui a le double des clés, qui vient chez toi, tout ça. Je veux dire, il y a une relation de confiance. Elle me dit qu'elle est désolée, mais elle va arrêter parce qu'en 2025, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle, elle n'en peut plus. Ce pays est complètement effondré. Ça signifie qu'on soit au niveau de la femme de ménage, mais qu'on soit au niveau du créateur d'entreprise, qu'on soit au niveau de l'entrepreneur, ils sont tous en train de partir. Donc, ce qu'on est en train d'avoir, on est en train d'avoir les gens qui sont, quand je parle d'entrepreneurs, tout ça, des gens qui ont normalement une participation fiscale beaucoup plus élevée que la moyenne. Ceux-là sont en train de partir. Pourquoi? Comme ils ont une participation fiscale au-dessus de la moyenne, ils ont un revenu au-dessus de la moyenne, donc ils ont un conseil, une motivation plus élevée que la moyenne, ils sont bien conseillés, ils ont les moyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de partir. Voilà. Ils se cassent à Dubaï, ils se cassent ailleurs, ils partent. Et à ce moment-là, le Royaume-Uni, voilà, tous les jours, un lot de formulaires P85 qui tombe. Voilà, un tel est parti, un tel est parti, un tel est parti, tu rayes. Voilà, tu enlèves. Et puis en même temps, tu as Chouzan qui ferme, tu as des milliers de personnes qui sont au chômage, voilà, qui vont plus payer. Donc, on est en train d'effondrer le pays. Et je te rajoute encore un truc, regarde. Ça c'est le journal d'aujourd'hui, ok. Bon, là, le journal The Times, c'est un journal très sérieux, hein, c'est pas le Gorafi. Hein. D'ailleurs, je sais même pas le Gorafi s'ils existent toujours. J'ai l'impression qu'ils ont fermé, je les vois plus trop, parce que honnêtement, je vais te remontrer ça. La réalité a dépassé la fiction. Ça signifie, il y a des articles que je lisais dans le Gorafi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un journal satirique, mais la réalité aujourd'hui dépasse la fiction. Les news réelles, tu vois, j'ai vu l'autre jour un clip de sensibilisation sur l'écologie. Je t'assure que j'ai cru qu'il a été fait pour se moquer du discours. Ça m'a fait rire au départ. Après, j'ai réalisé que c'était sérieux. Je veux dire, les gars, ils sont complètement à l'ouest. Alors là, un des titres dans ce journal extrêmement sérieux, c'est la société sexiste augmente le risque d'Alzheimer pour les femmes. Je t'assure, tu peux décoder, hein, je t'assure, c'est là, attends, je te montre, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, c'est pas possible, il raconte n'importe quoi, ce gars, c'est pas possible. Non, mais je t'assure, regarde. Il est vrai, il est authentique, regarde. Je l'ai acheté moi-même, ok. Un vrai journal. La société sexiste augmente le risque d'Alzheimer pour les femmes. C'est comme lorsque on a dépensé récemment, je sais pas combien de millions dans une étude, et on a déclaré que
le changement climatique affecte de manière disproportionnée les travailleurs du sexe trans en Malaisie. Je veux dire, là, ça pue le détournement de subventions. C'est ça, ça signifie les mecs, ils sont devenus spécialisés dans le défixage de subventions et l'État est très large, il distribue. Ah, tu veux faire une étude comme ça, tiens, 300 000 euros, tiens, 1 million, tiens. Mais après, il faut aller chercher cet argent-là. Ah, donc, il faut aller ponctionner les gens. Et là, on est en train de détruire l'économie. On a dépassé la ponction. Là, on est en train de détruire l'économie. Parce qu'il y a deux types de parasites. Il y a le parasite qui vit dans une sorte de symbiose avec l'autre. Ça signifie l'autre vit et le parasite vit. Mais t'as l'autre. T'as celui qui va sucer le sang de l'autre jusqu'à le tuer. Et bien sûr, il disparaît avec. Parce que le parasite, il vit au crochet de l'autre. Il a besoin de l'autre pour vivre. Là, les soldats britanniques sont condamnés, n'est-ce pas, sont condamnés à aller en Ukraine, entraîner les troupes ukrainiennes, voilà. Donc, la question, on a une réponse à une question, vous vous rappelez, au lendemain la nuit des élections américaines, je me posais une question, mais plus on avance, plus on a une réponse maintenant. La question était la suivante, je vous la rappelle, et on voit maintenant dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Les États-Unis vont prendre un nouveau chemin sur le plan politique. C'est clair, avec l'administration Trump, pendant 4 ans, c'est clair, il y aura un autre chemin qui sera pris. Ok, ça, personne ne discute. Maintenant, que va faire l'Europe? Est-ce que l'Europe va se dire, ok, les Américains vont dans une direction, ben nous, on va essayer de préserver nos intérêts dans ce système-là, et on va essayer de nous défendre, et on va essayer de changer, parce que la donne a changé, donc on essaie d'apporter une réflexion nouvelle à une situation nouvelle. Ou bien, ce qu'on va essayer de faire, on va se radicaliser sur nos positions. Ça signifie on va faire comme si Biden avait gagné ou comme si Kamala avait gagné. Et puis, ce que Kamala ne fera pas parce qu'elle n'est pas présidente, ben nous, on le fera à sa place. Nous, on le fera pour elle. Donc, ça signifie on reste fidèle. On reste fidèle à la legacy, à la légende, à l'héritage, n'est-ce pas? À l'héritage démocrate américain. Donc, on est tellement soumis. Parce qu'on est un canicha américain, il faut le savoir, on est un canicha. Un truc spécial, le canicha. Donc, on est un canicha américain, mais le problème, c'est que le canicha, parfois, quand il est poussé à son excès, même quand le maître n'est plus là, voilà. Ben lui, c'est comme vous rappelez dans The Big Lebowski, il y a un film, j'aime bien, Big Lebowski, vous savez, Walter, là, le grand gars qui avait fait le Vietnam, un ex-soldat du Vietnam, complètement PTSD, il avait un PTSD, un trouble post-traumatique, lié à la guerre du Vietnam. Et en fait, il était avec une nana, son ex était juive. Et à l'époque où il vivait avec elle, eh ben, il respectait le Shabbat et tout ça, il avait un certain nombre de règles qu'on peut comprendre à l'époque où il vivait avec elle. Sauf que là, ils étaient séparés depuis très longtemps, mais il continuait à observer le Shabbat et tout ça. Je veux dire, il continuait à être dans cette lancée. Donc c'est pareil ce qu'on est en train de faire en Europe. Ça signifie, on va nous radicaliser sur nos positions. Trump va arriver, lui, il va prendre avec son pays une direction différente, et nous on va continuer sur hier en fait, et on va continuer à surenchérir sur des problèmes qui sont particulièrement gangrénés déjà. Ça signifie on prend des problèmes très gangrénés, et qu'est-ce qu'on fait? On va surenchérir dessus. Franchement, les mots me manquent, n'est-ce pas, pour décrire cette situation. En tout cas, j'ai été assez prolixe dans l'ineffable pour quelqu'un qui manque de mots pour décrire cette situation. Je pense que j'ai fait une vidéo de 24 minutes, n'est-ce pas? Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre Escrologie, disponible sur Amazon.